Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel éclairage. Donc aujourd'hui je suis très content puisque je suis avec Karel Verreken et bien sûr Jacques Cheminade. Et on va vous parler de la face cachée du Brexit, ce qu'aucun autre parti vous dira sur ce qui se cache derrière ce Brexit, donc qui sera effectif, disons, le 31 janvier. Et juste une précision, ça se fera en 2 épisodes. On va aujourd'hui parler exclusivement de ce qui se cache derrière ce Brexit. Et la semaine prochaine, on refera un nouvel éclairage. Donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour parler de comment on va sortir de cette impasse européenne, mais de manière cohérente avec Jacques. Donc pour commencer, on voulait déjà, Jacques, que tu nous parles des causes finalement de ce Brexit. Qu'est-ce qui a amené à ce changement de la politique britannique vis-à-vis de l'Union européenne? C'est pas un changement de la politique britannique, c'est le peuple anglais qui s'est révolté contre un destin qui lui paraissait toujours fixé de l'extérieur. Donc, ils ont voté Brexit pour retrouver, ce peuple anglais, disons, le contrôle de leurs affaires, de leur destin. Alors, ce qui est très frappant, c'est que ceux qui ont voté pour le Brexit, c'est le petit peuple anglais. C'est Jean de Wigham dont parlait Orwell, ou les gens qu'on trouve dans l'excellent film de Ken Loach, Sorry We Missed You. C'est ces gens-là, c'est des ouvriers, c'est des caristes, c'est des agriculteurs, c'est des pêcheurs, c'est tout ce peuple anglais-là qui a voté pour le Brexit. Des gens des Midlands, des gens de Birmingham, des gens de Manchester, ces gens ont voté. Et ils ont voté contre Londres. Parce que rural, Londres, pas seulement rural, le milieu ouvrier, artisan. Non, non. Et plus ouvrier artisan, d'ailleurs. Et ces gens-là ont voté contre Londres, qui leur paraissait la ville financière, la ville des privilégiés. Et le vote à Londres était pour rester dans l'Union européenne, alors le vote de l'intérieur de l'Angleterre, c'est pour en sortir. Donc c'est une véritable révolte de le peuple de l'intérieur, ce qu'on appelle en Angleterre les somewhere, ceux qui sont assignés à résidence quelque part, contre les anywhere, les gens du mondialisme financier. D'accord. Ok, oui, c'est une émeute électorale, clairement. Alors peut-être, Karel, un mot sur comment ça va se passer, parce que là, c'est le 31 officiellement, mais comment ça se passe après? Oui, parce que là, il y a les triomphalistes et les défaitistes, mais en réalité, donc, pendant un an, l'Angleterre, le Royaume-Uni, va devoir respecter toutes les règles de l'Union européenne pendant une période donc d'1 an au minimum de transition, mais entre-temps, les Anglais n'auront aucun représentant dans les institutions européennes. Entre-temps, ouvre le débat sur cette histoire du Global Britain. Johnson déjà parle que son modèle sera notamment le CETA, l'accord entre l'Union européenne et le Canada. Jacques, comment tu vois ce Global Britain? Alors, au moment de la Révolution française, Frédéric Schiller disait « Un grand moment de l'histoire a rencontré, il était sévère, un peuple petit. Oui. » Aujourd'hui, on peut dire un grand moment de l'histoire, pour l'Angleterre, a rencontré une élite libérale, financière, qui cherche toujours à exploiter par d'autres moyens son peuple. Alors, il faut voir quelle est la politique de cette élite. Johnson a réussi en disant get the Brexit done. Allons-y, il faut faire le Brexit. Et en même temps, Corbyn, de l'autre côté, qui était le dirigeant des travaillistes, a dit un peu oui, un peu non, ceci et cela. Donc, on a suivi Johnson, l'impulsion de Johnson. Mais derrière Johnson, il y a 2 choses. Global Britain, c'est-à-dire la politique impériale de domination britannique dans le monde, en rappelant l'importance des services de renseignement anglais, que la City de Londres est la grande lessiveuse d'argent du monde, à la fois pour les spéculations sur les taux d'intérêt, sur les produits dérivés, sur les monnaies, et en même temps, par rapport à cela, cette City qui exerce un pouvoir et qui doit continuer à l'exercer. Alors c'est très intéressant de suivre comment ça s'est passé. Nigel Farage, qui était le parti du Brexit, qui avait 31% des intentions de vote au moment du référendum européen, il a dit oui, l'Angleterre, notre Angleterre, le Commonwealth et la City de Londres. Et Johnson reprend ça, mais il le reprend avec un tournant d'Israéli, qui était le ministre de la reine Victoria, un tournant victorien, où il parle aussi, il a écrit un livre sur Churchill. Donc c'est un conservateur, il dit « je suis conservateur, je ne suis pas libéral », et au nom de ce conservatisme, il fait une politique sociale. Aujourd'hui, il faut dire, le SMIC, le salaire minimum en Angleterre, est plus élevé qu'en France, parce que Johnson l'a augmenté de 6,7%. Il a dit « je referai des dépenses à la santé, je referai des dépenses d'infrastructure, je redévelopperai une politique sociale ». Donc ça, c'est typique de la politique victorienne des conservateurs victoriens, qui disaient « l'élite financière reste en place par d'autres moyens,
Elle demeure impériale avec ses moyens. Aujourd'hui, elle est hors sol. Il n'y a plus un empire territorial, mais il y a un empire hors sol. Et Financier. en même temps, on distribue des miettes au peuple pour le garder sous son contrôle. Et c'est cela qui est le Global Britain, qui est le Commonwealth, qui est la City de Londres. Et une partie de la City de Londres était favorable à cette politique-là, une autre partie voulait rester Oui, il y avait des divisions dans l'Union européenne pour ne pas perdre le passeport européen, c'est-à-dire le droit de faire des affaires en Europe. Mais l'autre partie dit non, on installera des succursales un peu partout en Europe et on pourra continuer nos affaires. Donc c'est l'idée du passager clandestin. Il faut bien voir que de la part des élites britanniques qui ont contrôlé ce processus de Brexit, ils veulent être le passager clandestin à l'Europe pour continuer à contrôler. Et en même temps se diriger vers l'Asie où il y a de bonnes affaires à faire. Cameron, qui était l'ancien des ministres, l'ancien Premier ministre anglais, il a un fonds d'1 milliard d'euros qu'il investit en Chine et en Asie. Donc il faut voir que ces élites-là sont flexibles. Ouais, donc c'est dans leur façon de procéder. un Brexit pardon, voulu par le peuple, c'est ce que tu dis, mais récupéré par la City et les services secrets. D'ailleurs, tu peux dire un mot sur ces services secrets. Oui, c'est très intéressant de relire un livre d'Olivier Blanc qui s'appelle Les Hommes de Londres, au moment de la Révolution française. Ce qu'il dit, c'est comment, avec quels agents, l'Angleterre a essayé de contrôler la situation. Bon, il y avait les émigrés, c'est connu, hein, qu'on essaye de faire débarquer, mais que les Anglais ont un peu trahi d'ailleurs. Mais il y avait surtout le contrôle du tripot, c'est-à-dire la maison de jeu, et le contrôle des finances, et le contrôle de tout ce qui est la prostitution, tout ce qui tourne autour de ce monde du renseignement interlope. Donc les Anglais exerçaient ce contrôle-là. Aujourd'hui, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, pas tout à fait exactement, parce que l'histoire change, mais c'est le contrôle du renseignement. Alors sur ça, il faut dire une chose très claire, c'est que ce contrôle s'exerce sur la France. Le Monde vient de publier un article, Le Monde daté de mardi, donc de 28 janvier, ce Monde vient de dire, voilà, la coopération entre la DGCE, notre direction de la sécurité extérieure, hein, et les Britanniques est confirmée par une note interne du GCHQ, qui est le service anglais, daté du 2010. Donc c'est le NSA, les Américains, et le GCHQ, qui est la tête, les Anglais, qui exercent ce contrôle. Et c'est clair, pour l'Europe, le GCHQ, ils l'ont dit dans une note, agit en chef de bande. Donc nous voilà affiliés à cela, à notre tour, il faut le dire, et affiliés à travers ce qu'on appelle les Five Eyes, c'est-à-dire les principaux pays anglo-saxons qui travaillent dans le renseignement ensemble, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l'Australie. Donc il y a tout cet aspect-là derrière le Brexit qui trahit le peuple anglais lui-même et le vote du peuple anglais. Il faut bien avoir cela en tête et penser que chez nous, on a une oligarchie financière qui est associée à cela et qui pourra être pour ou contre la sortie de l'Union européenne, mais qui de toute façon voudra continuer à être associée à cela. Pour l'instant, elle est dans l'Union européenne. Mais elle joue aussi de façon flexible. Toute oligarchie a toujours deux fers au feu, à condition de contrôler le contrôle et du feu et des deux fers. Donc après l'occupation financière, on aura l'occupation tout court, si tu comprends bien cette... Non, c'est une occupation qui n'est pas tout court. C'est toujours une occupation faite de façon indirecte. C'est de cette façon que procèdent toujours les Britanniques. C'est leur occupation des États-Unis avec leurs complices aux États-Unis. Le FBI qui collabore, ou la CIA qui collabore à travers le NSA, mais pas seulement, qui collabore avec les services anglais, le MI6, le MI5. Tout ça constitue un tout. Et c'est cela qui a essayé de s'en prendre pour le contrôler à Trump, et ce qui va essayer d'utiliser avec une nouvelle tactique le contrôle de l'Union européenne, de l'extérieur, mais avec passagers clandestins, et en même temps se déplacer vers l'Asie pour avoir une politique, disons, financière, d'influence en Asie. Alors que ce soit des illusions ou pas est une autre question, mais cette politique, elle est là, elle est opérative, c'est maintenant, c'est ici et maintenant. Alors voilà, c'est la face cachée du Brexit. Alors une politique avec l'Union européenne qui est basée sur l'idéologie du CETA, ultralibérale. 2, un service de contrôle de tout le renseignement via le Commonwealth. Un service de contrôle financier par la City. Mais il y a encore un point que tu avais déjà développé dans un éclairage précédent,
qui est toute cette idée du malthusianisme vert, du fascisme vert, qui est derrière aussi Boris Johnson et McCartney, tous ces gens que tu avais dénoncés. Alors avant de ça, Friedrich List, à l'époque l'économiste allemand, avait très bien vu, on vend le libre-échange aux autres, et pour nous, on garde d'ailleurs même le protectionnisme ou le libre-échange selon la manière dont ça nous revient et ça nous intéresse. Donc c'est pour les autres. Hein. Alors là, ce qui est pour tout le monde, c'est cette politique malthusienne. Et cette politique malthusienne, c'est ce qui se cache derrière un certain écologisme. C'est-à-dire ce malthusianisme, cette politique de dépopulation, c'est de dire le monde, il y a trop de gens dans ce monde. Très tôt, au moment du Club de Rome, ces idées avaient été développées avec Aurelio Peccei et derrière lui, Alexander King, qui était des services anglais, qui était dans les services d'études et d'examen de l'OTAN. Donc ces gens-là, depuis longtemps, opèrent de cette façon. Et ils opèrent en vue d'un système de contrôle. Le rapport Forester-Meadows, par exemple, le monde est trop peuplé, avait derrière ces constatations, les constatations d'un monde soi-disant fini, derrière ces constatations, il y avait l'idée d'exercer un contrôle sur la population. Alors, c'est très clair chez, par exemple, quelqu'un qu'on peut un peu qualifier comme le Nicolas Hulot anglais, David Attenborough. David Attenborough, qui écrit « Sur le long terme, la croissance de la population va devoir s'arrêter. Certaines raisons permettent de penser que cela se produira de façon quasi inévitable. Donc, se développer, faire des enfants, c'est dangereux. Tous nos problèmes environnementaux, continue-t-il, deviennent plus faciles à résoudre avec moins d'êtres humains et bien plus difficiles, et en fin de compte impossibles, à résoudre avec des populations de plus en plus nombreuses. » Donc, ces gens-là pensent qu'il y a une élite, que cette élite doit régir et contrôler les choses, et, disons, traiter le reste dans un état de servitude volontaire, si possible, et avec des méthodes beaucoup plus directes, si ce n'est pas possible. C'est ça leur politique. Alors, Prince Philippe, j'ajouterais, c'est connu, nous l'avons dit à plusieurs reprises, voulait pour sa part, pour le bien de l'humanité, hein, disait-il, réapparaître sous forme d'un virus. Après son décès, il n'est pas encore mort, il semble avoir une vie assez longue. Prince Philippe disait, sous forme d'un virus, je voudrais apparaître pour réduire la population. Un virus mortel qui réduirait la population. Donc, en chauve-souris. Cette sorte de complaisance vis-à-vis de la vision d'une élite qui dit c'est de l'intérêt de tous que cette élite reste et soit en place pour pratiquement l'éternité. C'est là aussi où les masques tombent, parce que là où le peuple anglais probablement souhaite un retour à une société agro-industrielle, Boris Johnson vient de nommer comme conseiller le fameux Mark Carney, qui vient de quitter la Banque d'Angleterre, et qui est le champion de toute catégorie de la finance verte. Alors, c'est intéressant de prendre ce personnage de Mark Carney, parce que Mark Carney, qu'est-ce que c'est? C'est la Banque du Canada, puis la Banque d'Angleterre. C'est-à-dire que lui, pour lui, l'idée de nation semble un peu flexible aussi. Et ce Mark Carney est nommé, en effet, par Boris Johnson pour représenter le Royaume-Uni pour la COP26. Donc la COP26, qui devrait être décisive, devrait passer sous la pression de tous ces milieux financiers qu'on a vus à Davos récemment dans la salle. Tous ces milieux-là qui soutiennent Greta Thunberg, qui y voient un porte-parole, un porte-voix, qu'ils exploitent cette pauvre jeune fille, ces gens-là veulent une politique de retour à une économie verte pour deux raisons. La première, ils espèrent qu'il y a beaucoup d'argent à prendre là-dedans. Et la deuxième, c'est qu'elle permet de réduire, elle est cohérente avec une réduction de la population. Et ils l'ont exprimé, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Et là, à Davos, il y avait des discussions en dehors des séances plénières sur ces sujets, et même pendant les séances plénières. George Soros développe aussi cet argument-là, qui est associé à ces gens-là. C'est tous ces réseaux. Alors, tu as parlé vite fait tout à l'heure du fait que ce qui se cache derrière le Brexit, ces financiers, vont réinvestir en Asie. Qu'est-ce que ça veut dire pour la politique extérieure de la Grande-Bretagne, puisque on voit qu'elle a compris quelque part qu'il y a un changement de paradigme quelque part sur lequel elle essaye de
de se repositionner par rapport à l'Europe ou comment tu vois ça? Eux ne pensent pas de cette façon, ils pensent global. Global Britain. Global Britain. Alors, il y a un rapport de la Henry Jackson Society qui avait été préfacé par Boris Johnson et qui montre bien qu'il faut une politique où on va soutenir les gens qui correspondent à la fois à nos intérêts et à nos valeurs. Ensuite, il y a ceux qui correspondent seulement à nos intérêts, comme la Chine, avec laquelle il faudra bien faire des accords parce qu'elle est puissante et essayer de propager à l'intérieur de la Chine une certaine forme d'infection idéologique et financière. Et puis, il y a ceux qui ne correspondent ni à nos valeurs ni à nos intérêts, c'est la Russie. Alors, très intéressant, l'affaire Skripal. Dans l'affaire Skripal, qui se réjouit qu'on ait accusé les Russes? Boris Johnson, qui était alors ministre des Affaires étrangères. Et Boris Johnson vient dire, sur cette affaire-là, oui, vous voyez, on est fort, puisque dans le monde, il y a, surtout le monde occidental, 28 diplomates russes ont été expulsés, ça montre notre influence, et ça montre que quand on dit quelque chose, les autres suivent. Et notamment la France. Donc il n'est pas forcément dans une stratégie pour la paix mondiale comme il prétend. Boris Johnson, c'est les élites anglaises. Si la paix est vérolée, il sera pour la paix. Et une paix vérolée porte toujours à la guerre. Donc c'est ça. Mais il ne sera pas pour ce que Paul VI, et que notre ami américain Lyndon LaRouche avait cité, Paul VI, le nouveau nom de la paix, c'est le développement économique. J'ajouterai le développement économique mutuel. Pourquoi? Parce que c'est opposé à toute la pensée britannique qui est basée sur la géopolitique. C'est Mackinder et tous les autres. Et cette pensée géopolitique, c'est qu'une puissance financière avec ses renseignements, et si possible avec son territoire, mais si elle n'en a pas, elle joue sur l'influence. Cette puissance-là doit exercer un pouvoir en faisant en sorte que ses adversaires se battent les uns contre les autres. Donc, cette géopolitique. Et Boris Johnson est tout à fait en accord idéologiquement, personnellement, avec cette géopolitique. C'est l'homme qui est capable de changer d'avis. Il a changé d'avis plusieurs fois. Il était connu à Eton, qui est étudiant très brillant. Il est très brillant, Boris Johnson, il faut bien voir ça. Il est capable de réciter pendant 2 minutes et demie l'Iliade en disant qu'il se réfère à ce texte-là. Il le récite en grec ancien, en public. Je crois que c'est en Nouvelle-Zélande qu'il l'avait fait. Et il dit c'est ça qui... Donc il y a dans cette classe-là une véritable culture, mais une culture qui est notre chose, laquelle on exerce un pouvoir, une appartenance. C'est à nous, cette chose-là. C'est une culture pour dominer et pas pour donner. C'est pas une sculpture pour éclairer les êtres humains, pour les émanciper, pour les développer. C'est une culture qui sert à maintenir le pouvoir. Alors, elle n'est pas créatrice, mais elle est inspirée par la création des autres. C'était une grande bataille qui vient depuis Venise, où il y avait ceux qui voulaient rester dans un monde fixe, garder tout et ne pas le développer. Et ceux qui disaient non, il faut adopter les créations des autres, les absorber, les utiliser pour notre pouvoir. Alors ça, c'est Boris Johnson. C'est les conservateurs de l'Israélie et pas un pur néolibéral, illibéral ou ordolibéral. C'est le conservatisme sous la reine Victoria. C'est ça qui réapparaît. Je pense que là, on a quand même tous les éléments pour montrer que tous ceux qui se réjouissent du Brexit en France pourraient y réfléchir, en tout cas à 2 fois, avec tous les éléments qu'on a amenés aujourd'hui. Donc ça va être le débat qui viendra dans ces prochains jours. Alors je rappelle donc qu'on fera une 2e émission la semaine prochaine, également avec Jacques Cheminade et Karel, sur comment sortir réellement de l'impasse européenne, parce qu'il y a une volonté des peuples à ça. Aussi, je vous rappelle que, avant de te laisser la parole, qu'on continue avec Solidarité et Progrès notre lobby citoyen contre le lobby de la finance et en particulier contre le lobby de la City, que vous pouvez nous rejoindre en allant sur solidaritéprogrès.fr/lobby citoyen ou en première page de notre site vous le trouverez. Et on reviendra donc la semaine prochaine sur les solutions, mais je laisse quand même un mot de conclusion à Jacques qui nous a bien démontré aujourd'hui la face cachée du Brexit. Alors, 2 choses. La première, c'est que pour se libérer de cela, il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Mais il faut avoir une stratégie, il faut avoir une tactique. On ne peut pas le faire en aveugle. Et il faut bien voir que si on veut le faire, il faut considérer que les données du ministère de la Défense, les nôtres, appartiennent à Microsoft, c'est la NSA, que tout ce qu'on fait aujourd'hui est connu par la NSA ou peut être connu par la NSA, on s'est donné à elle, littéralement, ou par les services britanniques, et que la DGSI elle-même a donné notre sécurité intérieure, a donné ces données à Palantir,
qui a été créée par la CIA en 2004, et qui est une société de ce milieu anglo-américain. Donc il faudra se libérer de ça. Il faut bien voir de quoi on doit se libérer, très profondément. Et la deuxième, c'est qu'on aboutira à la paix seulement si la France joue un rôle dans ce que le président Poutine a dit. Il a dit les 5 principaux pays du Conseil de sécurité de l'ONU doivent se réunir, et c'est pour établir une perspective de paix par le développement mutuel. Et là, il faut aller plus loin, et il faudrait que la France retrouve enfin ce qu'elle a perdu, c'est-à-dire une différente manière de penser, qui était celle qu'on a prouvée dans notre histoire, dans l'œuvre de Rabelais, dans la poésie de François Villon, et plus près de nous, Victor Hugo, et toute cette vision, qui est une vision de l'être humain, qui doit être portée par ses capacités créatrices et alimentée par une éducation du sentiment et du caractère. Ça, c'est la France. Un homme de caractère, pas ce qu'on voit aujourd'hui. Donc merci Jacques, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt.